bienvenue dans ce webinaire sur la question du rôle de la relaxation dans le traitement de la migraine. Donc, juste, je fais 2 mots pour me présenter et je suis très contente de participer avec la voix des migraineux à ce webinaire, on va appeler ça comme ça, on va employer des mots anglais. Voilà, donc moi je suis médecin douleur. Actuellement, je travaille dans le réseau Lutter contre la douleur. J'ai travaillé avant dans des centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc aujourd'hui, c'est la question de la relaxation et son intérêt, son rôle dans la migraine. Donc on va se poser 2 questions pour introduire ce sujet. D'abord, on va refaire un petit point sur qu'est-ce que c'est que la migraine, mais ça, je crois que vous connaissez bien, parce qu'il y a des patients dans ce webinaire, mais il y a aussi des professionnels. Et puis, donc, tout le monde connaît ce que c'est que la migraine. Je vais juste rappeler pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que la relaxation aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va aller vers qu'est-ce que c'est que la migraine d'abord. Donc, je ne pense pas vous apprendre grand-chose pour les patients et patientes migraineuses. Donc, il y a 2 types de migraines. On appelle les migraines sans aura et les migraines avec aura. Donc, ça va être MSA et MA comme abréviation. Donc, la migraine, c'est une maladie fréquente. La migraine sans aura, c'est 12% de la population, 6 à 10% de la population, 12% en général. Et la migraine avec aura, c'est 3 à 6% des migraineuses. Il y a 5% de migraineux chez l'enfant environ. Et il y a vraiment une prédominance pour les femmes. Il y a 3 femmes pour un homme. Ça débute souvent avant 40 ans, dans 90% des cas, et ça diminue après 60 ans. Il y a même des femmes qui n'ont absolument plus de migraine après la ménopause, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Et la migraine sans aura, c'est 85% des migraines et 15% migraine avec aura. Donc, pour affirmer le diagnostic, quand on est médecin, c'est un diagnostic d'interrogatoire, l'examen clinique qu'on doit faire, bien sûr, quand même. On fait un examen neurologique, il est normal et il ne nécessite pas d'examen complémentaire dans la majorité des cas. Donc, c'est vraiment un diagnostic d'interrogatoire, mais on ne peut pas faire le diagnostic à la première crise de migraine, il en faut plusieurs. Qu'est-ce qu'on ressent en fait dans une migraine avec aura? Donc l'aura, c'est un ensemble de signes avant le mal de tête. C'est souvent, ça dure 5 à 60 minutes et c'est totalement réversible. Bon, c'est des moyennes, peut-être qu'il y a des patientes là pour qui ça dure plus longtemps ou moins longtemps. Pour le diagnostic, en tout cas, c'est 5 à 60 minutes. C'est suivi ou non de la céphalée. Le plus souvent, il y a la céphalée qui arrive après, mais quelquefois, il peut y avoir des auras migraineuses sans maux de tête. Et c'est souvent très anxiogène, surtout quand on ne comprend pas et quand c'est les premières crises, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, avec la migraine avec l'aura, c'est donc le plus souvent, c'est un aura visuel. C'est ce qu'on appelle encore la migraine ophtalmique. Donc, on voit des taches, des lignes, des points lumineux, une vision floue. Quelquefois, il y a une amputation du champ visuel, on passe sur le côté. Il peut y avoir aussi des auras sensitives, à type de fourmillement, de picotement au niveau des bras ou de la bouche. Et puis, il y a d'autres auras sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais bon, on va en parler si vous le souhaitez après. Donc, les critères de l'IHS, je les rappelle rapidement pour faire le diagnostic. L'IHS, c'est l'International Headache Society, on voit en accent en anglais. Donc, le critère, c'est qu'il faut au moins 5 crises pour faire le diagnostic de migraine qui répondent à des critères. Donc, les critères, c'est des crises de céphalée, 4 à 72 heures sans traitement, qui ont au moins deux caractéristiques suivantes. Soit elles sont unilatérales, pulsatiles, modérées ou sévères. Donc, vous voyez, la migraine, ça fait vraiment mal. Ça gâche la vie, ça fait vraiment mal. Ce n'est pas une petite douleur, c'est modéré à sévère. Très intense, autrement dit, dans notre jargon.
Et c'est aggravé par l'effort. Donc, il faut au moins 2 de ces caractéristiques pour dire que c'est une migraine, pour parler de céphalie migraineuse. Et pendant la céphalée, il y a au moins un des caractères suivants, soit des nausées et ou vomissements, soit une phonophobie, c'est-à-dire, ne pas supporter les sons, soit une photo c'est pas soit, hein, c'est et une photophobie. C'est phonophobie et photophobie. C'est-à-dire de ne pas supporter la lumière, ce qui fait qu'en général, les femmes vont s'allonger et dans le noir. L'examen clinique, ça c'est un critère important, doit être normal entre les crises et en cas de doute, bien sûr, on doit faire, des examens complémentaires. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire des IRM cérébrales pour faire le diagnostic de migraine. En fait, si on fait des examens complémentaires, c'est parce qu'on a un doute sur une autre pathologie que la migraine. Les signes accompagnateurs, ils sont nombreux, j'en ai cité quelques-uns, vous allez peut-être retrouver, des signes que vous avez. Ils ne sont pas constants, hein, il peut y avoir en tout cas, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des signes de dysautonomie, c'est-à-dire qu'il y a des signes de la dysrégulation neurovégétative. Je vous en parlerai plus tard aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? On va regarder de plus près qu'est-ce qui se passe en fait. Donc la crise de migraine, ça correspond à ce qu'on appelle un orage vasomoteur. Vasomoteur, c'est-à-dire que c'est la motricité, l'ouverture, la fermeture des vaisseaux qui sont au niveau des enveloppes du cerveau, au niveau des méninges, hein, c'est ce qu'on appelle les enveloppes du cerveau. C'est la vascularisation du cerveau qui se fait comme ça. C'est au niveau du cerveau et de ces enveloppes. Donc, ce qui déclenche la crise, juste, je n'entre pas trop dans les détails, hein, c'est au niveau des noyaux gris centraux, bref, c'est au centre du cerveau. C'est juste pour comprendre voilà, ce qui déclenche cette crise-là, donc vasomotrice, là, ce tonnerre vasomoteur, on peut dire, c'est déclenché au niveau des noyaux gris centraux. Donc, ça provoque deux choses, hein, ce qu'on appelle une vasoconstriction, des vaisseaux qui se ferment dans le cortex cérébral, et aussi une dérégulation des systèmes inhibiteurs de contrôle de la douleur. Ça, c'est important, c'est les deux mécanismes en fait, hein, qui font que ça fait mal, la migraine. Alors, pour que la crise se développe, il faut une prédisposition génétique, hein, qui est désignée longtemps, hein, sous le terme de terrain migraineux. On appelle ça un terrain migraineux. Autrement dit, les personnes qui ont des migraines ont un terrain particulier, c'est-à-dire qu'ils ont une hypersensibilité de ces récepteurs. Donc, dans la crise de la migraine, il y a vraiment deux moments un peu à distinguer. Il y a avant le mal de tête, il y a d'abord une vasoconstriction qui peut donner dans la migraine avec l'aura, et souvent les personnes qui sont migraines savent bien reconnaître, hein, se disent: «Ah, je vais avoir» avant le mal de tête, se sentent un peu mal, se sentent un peu flottés, ou voire même les nausées peuvent arriver à ce moment-là, avant même le mal de tête, et donc ça correspond à la vasoconstriction, c'est-à-dire à la fermeture des vaisseaux dont on vient de parler. Et puis il y a une deuxième phase qui est une vasodilatation qui correspond à la céphalée. C'est-à-dire que la vasodilatation, vous voyez, la céphalée, elle correspond au fait que ça fait mal parce que les vaisseaux qui se dilatent, comme c'est dans le crâne, la boîte crânienne, ben, ce n'est pas extensible, hein, ce n'est pas comme la peau, hein. Quand on a chaud, les vaisseaux se dilatent à la peau, mais la peau, elle est souple, et du coup, ça ne fait pas mal. Ben, ça donne mal à la tête parce qu'on a mal, parce que les vaisseaux, en se dilatant, peuvent créer une pression, et ça donne aussi ce caractère pulsatile, hein, cette impression que ça bat quelquefois, on entend. C'est ce qu'on a vu dans les critères diagnostiques. Donc c'est important aussi, je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même important de bien comprendre que quand on prend par exemple des triptans qui sont des vasoconstricteurs spécifiques qui agissent sur les vaisseaux spécifiques du crâne, hein, du cerveau, eh bien il faut les prendre au moment de la céphalée et non pas avant, parce qu'avant il y a une vasoconstriction. Donc, il faut prendre les traitements au moment de la vasodilatation. D'accord? Je fais une petite parenthèse parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est pas mon sujet, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, j'avance. Et là, on voit bien qu'il y a la mise en jeu aussi de ce système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce qui se fait en fait dans notre corps. C'est-à-dire que ça régule l'ouverture, donc la fermeture des vaisseaux, hein. Quand on a chaud, ça se dilate un peu pour pas que la température du corps monte trop.
quand il fait froid, pour pas refroidir, ça se ferme. Ça régule la sécrétion hormonale, ça régule les sécrétions digestives, tout ça, ça se fait automatiquement, hein, ça régule tout ce qui est la respiration, les battements cardiaques, tout ça, c'est automatique, hein. Vous ne pouvez pas décider d'accélérer votre cœur comme ça ou de le ralentir, enfin, ce qui peut avoir un intérêt dans certains cas, mais ça se fait, vous voyez, automatiquement. Donc c'est important parce que vous allez voir que la relaxation, ça va agir sur le système neurovégétatif. Donc vous voyez que la migraine, hein, c'est un moment, c'est lié vraiment à ces mouvements d'ouverture, de fermeture de vaisseaux, pour faire rapide. La relaxation, donc qu'est-ce que c'est? La relaxation, c'est une technique, hein, c'est un outil, donc ça, comme toutes les techniques ou tous les outils, bah ça dépend comment on s'en sert. Et on va essayer de se poser la question aussi de qu'est-ce que ça a comme effet et pourquoi, dans quel but, dans quels objectifs on peut s'en servir. Alors, dans quel but et dans quels objectifs on peut s'en servir, ça peut être très varié, hein. On peut s'en servir pour se détendre, pour aider à se détendre. D'ailleurs, ça s'appelle relaxation, hein, c'est pas pour rien. Mais on peut s'en servir pour gérer le stress. On peut s'en servir pour gérer la douleur aiguë, hein. Aiguë pour nous, c'est gérer la douleur brève, hein, les douleurs qui ne durent pas longtemps. On peut s'en servir pour diminuer la douleur chronique. On peut s'en servir dans la psychothérapie, notamment des psychothérapies à médiation corporelle. Donc vous voyez qu'on peut avoir des objectifs très différents, toujours avec le même outil. Donc j'ai mis des points de suspension parce que je pense qu'on pourrait trouver encore d'autres usages de cet outil relaxation. Alors, comment on s'en sert de la relaxation, hein? En fait, on va se servir de la physiologie, c'est-à-dire de notre niveau de conscience, d'un niveau de conscience qui est physiologique, par lequel on passe tous les jours, hein, juste avant de s'endormir ou juste avant de se réveiller, hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez ce niveau de conscience où on n'est pas complètement réveillé, mais on n'est pas complètement endormi encore, hein. Moi, tous les matins, comme ça, je me dis, de me réveiller, hop, je me dis, on flotte un peu, quoi, hein. Tiens, je me réveille ou je me réveille pas, vous voyez, quelquefois je me rendors d'ailleurs, hein, quelquefois on replonge dans le sommeil, hein. C'est ce niveau de conscience un peu particulier, hein, qu'on appelle le niveau de conscience alpha, entre veille et sommeil, parce qu'en fait, à l'électroencéphalogramme, quand on fait des enregistrements, hein, au niveau des EEG, eh bien, c'est ce qu'on appelle, il y a des ondes alpha, hein, ce n'est pas des ondes bêta qui sont des ondes de l'éveil, ni des ondes delta où on est plutôt dans le sommeil. C'est un niveau intermédiaire. Alors, c'est quoi l'intérêt d'être dans ce niveau-là? C'est que, entre autres choses, que là, on peut avoir une action, hein, sur la régulation neurovégétative. Donc, vous voyez que ça va nous intéresser par rapport à la migraine. On va peut-être pouvoir moduler les ouvertures et la fermeture des vaisseaux, ce qui est intéressant. Alors, je vais parler des effets de la relaxation en général, hein, quelles que soient les techniques là, hein, donc quand on se relaxe, bah, qu'est-ce qui arrive? En général, il y a une détente musculaire. Il y a souvent, il y a un ralentissement de la fréquence cardiaque, hein, le cœur se met à battre moins vite, mais il n'y a aucun risque qu'il s'arrête, hein, je vous rassure tout de suite. Et puis, il y a la respiration qui devient plus calme, plus régulière, hein. Ça, c'est l'état de relaxation. Ça, on pourrait dire, quelle que soit la technique. Ça s'accompagne également, ou pas d'ailleurs, hein, d'une sensation de détente, de calme, d'être à l'aise, de bien-être. Et où on peut avoir une sensation de corps lourd ou léger. Tout ce que je vous dis là, hein, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que et à la limite, nous, quand on l'utilise dans la douleur, on ne recherche pas forcément ces états-là, vous voyez? Contrairement à certaines techniques où on recherche ces états-là, notamment pour le stress. Là, dans cet état de relaxation entre veille et sommeil, donc la focalisation, hein, de l'attention est facile. Donc on voit qu'il va y avoir là des effets de la relaxation sur la douleur. Et là, en fait, il y a une action vraiment sur la douleur. On l'a bien démontré, hein, on ne va pas refaire des preuves, hein.
Mais quand on est justement à ce niveau de relaxation, on peut porter son attention, ce qui va diminuer la perception de la douleur. C'est un des effets physiologiques, hein. Alors, je vous ai refait un petit schéma, mais je ne sais pas si ça va être très, très clair de comment ça fonctionne la douleur. On a 3 neurones, toc. Là, ça, oui, il faut quand même que j'explique parce que je ne suis pas très douée en dessin. Ça, c'est un cerveau, ça, c'est une moelle épinière. Et vous avez 3 neurones, 1, 2, 3, et 2 synapses, hein, c'est les articulations entre les neurones. Alors, voilà, ça n'a aucun intérêt de le savoir, sauf que c'est à ces endroits-là, le message qui est envoyé, il peut être modifié. Il peut être soit amplifié, soit diminué, soit bloqué. C'est la différence qu'il y a entre une sensation et une perception, hein. Donc la sensation douloureuse, le message, quand il y a une stimulation, le message nociceptif là, qui va entrer, premier neurone, deuxième neurone, troisième neurone, à la surface du cerveau, va être perçu. Et pour percevoir, il va falloir, un, être réveillé, et deux, porter son attention sur la sensation. Et donc, vous voyez que si on détourne son attention, on a moins de perception et du coup, on a moins mal. Ça, c'est un peu la neurophysiologie de la douleur de base, je dirais, hein. Déjà, quand on comprend ça, on comprend beaucoup de mécanismes de la douleur. Hein, vous avez sûrement remarqué que si vous arrivez à détourner votre attention, vous allez moins percevoir, donc vous allez avoir. Alors, c'est le problème de la migraine, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est que c'est une céphalée qui est d'intensité modérée, enfin moyenne, à très forte. Donc, c'est assez compliqué quand c'est très intense d'arriver à détourner l'attention de la douleur. Autre effet de la relaxation sur la douleur, c'est le fait de pouvoir se concentrer. Se concentrer, c'est un petit peu plus que de détourner son attention, c'est de ne penser qu'à une chose. Et quand on s'entraîne à faire des techniques de relaxation, de méditation, tout ça, on va en reparler, hein, ben, on s'entraîne à se concentrer et à ce moment-là, il y a un mécanisme modulateur dans notre système nerveux qui s'appelle le rétrocontrôle sérotonine descendant. Donc ce rétrocontrôle, vous voyez, on le déclenche quand on se concentre. Donc, je vous l'ai dessiné en dehors de la moelle épinière, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un neurone, voilà, qui descend et qui vient activer, qui vient sécréter plutôt des endorphines, là, entre le premier et le deuxième neurone, et donc du coup, ça va bloquer le passage vers le haut. Donc, il n'y aura pas de perception, donc il n'y aura pas de douleur. Donc, ce système, il est très pratique et intéressant, mais il faut pouvoir l'activer. Et on l'active quand on se concentre. Hein, se concentrer, c'est plus que de simplement porter son attention. Hein. Quand on se concentre, on est captivé au niveau mental. Et donc, on a montré, hein, que quand on faisait des séances de relaxation tous les jours et régulièrement tous les jours pendant plusieurs mois, ben, on avait des sécrétions d'endorphines. Enfin, c'est une étude qu'on avait faite à Montpellier il y a très longtemps, il y a 30 ans. Et il y a des sécrétions d'endorphines qui sont. Bon, c'est une courbe et comme ça, si on s'entraîne, on a de sécrétion d'endorphines et donc on a donc un effet antalgique à long terme. Donc il y a un troisième pan d'effet de la relaxation sur la douleur, c'est par rapport à la douleur chronique, hein. La douleur chronique, c'est d'avoir mal plus de 3 à 6 mois et donc soit pas. Dans la migraine, il peut y avoir des migraines chroniques, hein, donc j'en parle un petit peu. C'est-à-dire c'est des douleurs, des migraines qui ne cèdent pas, qui durent très longtemps, qui sont prolongées. Et quand on a mal de façon prolongée dans notre système nerveux, ben, il y a ce qu'on appelle une sensibilisation, hein, du système nerveux, une sorte de mémoire de la douleur qui s'inscrit vraiment dans les neurones, enfin dans le système nerveux, hein, qui est illustré par exemple par les membres fantômes. Hein, que, je pense que ça me parle, hein, le membre fantôme, on voit que les sensations, elles sont mémorisées dans le système nerveux. Et quand on fait une amputation, la personne peut avoir l'impression d'avoir encore sa jambe. Et si elle avait mal à cette jambe avant l'amputation, pendant longtemps, dans une douleur chronique, notamment d'artérite par exemple, eh bien, elle va avoir l'impression d'avoir non seulement sa jambe, mais en plus d'avoir mal à sa jambe. Voilà. Ça illustre un petit peu, je pense que vous avez entendu parler, hein, de ces phénomènes. On comprend beaucoup mieux maintenant, hein. Avant, on ne comprenait pas du tout comment ça fonctionnait, mais là, on a bien compris au niveau neurophysiologique comment ça marche. Donc voilà,
Hein, donc le problème de la douleur chronique notamment des migraines chroniques, c'est que quand elles s'installent, ça devient un espèce de cercle vicieux puisque ça va se mémoriser, donc sensibiliser le système nerveux et donc ça va provoquer de la douleur qui elle-même va provoquer une mémorisation qui elle-même va provoquer de la douleur et hop, on est parti dans un cercle vicieux. Et pour traiter cette sensibilisation, on a déjà 2 méthodes, hein, qu'on utilise beaucoup. C'est certains antidépresseurs, donc peut-être que vous en avez pris, hein, du Laroxyl ou du Cymbalta, des choses comme ça, et des techniques de relaxation. J'ai mis un S, hein, parce qu'il n'y a pas une technique qui soit mieux qu'une autre. On en reparlera surtout dans le deuxième webinaire d'ailleurs. Mais la relaxation, elle va agir aussi parce qu'on va se concentrer sur une autre sensation que la douleur. Et petit à petit, ça va d'une certaine manière, hein, gommer la douleur, ça va désensibiliser le système nerveux. Et pourquoi les antidépresseurs? Parce que ces antidépresseurs sont des neurotransmetteurs, hein, qui vont aller réguler, hein, notamment au niveau de la sérotonine, hein, ils vont réguler cette hypersensibilisation qu'il y a du système nerveux dans la douleur chronique, dans les migraines chroniques en particulier. Autre effet de la relaxation intéressant pour la migraine, hein, c'est via le système neuroréguliatif. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je me répète un peu, mais c'est l'idée que quand on est au niveau de ce niveau de conscience alpha, il y a une ouverture, on peut contrôler un peu l'ouverture et la fermeture des vaisseaux. De même que, vous voyez, on peut contrôler un petit peu, quand on est entraîné, les battements cardiaques, etc. Je vous disais, hein, la relaxation, c'est une technique, c'est un outil, ça dépend comment on s'en sert, et ça dépend où est-ce qu'on veut aller. Et là, vraiment, il y a beaucoup de techniques de relaxation différentes, donc, que vous connaissez peut-être déjà, hein. Et donc, il y a l'hypnose, l'auto-hypnose. Nous, on est plutôt pour donner la possibilité aux patients d'être autonomes, donc qu'ils apprennent, eux, leur technique, leur séance plus type, donc plutôt de l'auto-hypnose. On peut utiliser des méthodes, il y a la méthode Vitose, hein, qui est très centrée sur des questions, sur des exercices sensoriels. On en reparlera plus la prochaine fois, hein, tout ça. La sophrologie, qui est déjà un mélange de plusieurs techniques de relaxation, c'est une association d'exercices qui viennent de plusieurs techniques, notamment du Vitose, notamment du yoga, notamment du Jacobson, d'ailleurs. Il y a le Schultz, hein, qui est beaucoup utilisé notamment pour les psychothérapies, Jacobson, donc, qui est centré sur détente, contraction, on en reparlera. Et puis les techniques de méditation, notamment le MBSR, le mindfulness. Hein. Voilà, donc il y en a beaucoup. Je suis allée assez vite, du coup. Et donc, pour parler de toutes ces techniques, je vous propose qu'on se voit plutôt le 8 février, puisque c'est ça qui est prévu. Et donc, je vais arrêter le partage et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Donc là, on a une question: comment réussir à se détendre en séance de relaxation? Bah, là, c'est vraiment la technique, hein, qui va vous aider à le faire. Hein. Il faut apprendre. Alors nous, dans l'objectif de la douleur en général, de la migraine en particulier, hein, en fait, c'est un peu comme une gymnastique. Vous savez, faut répéter, faut répéter, faut répéter. En fait, on ne cherche pas forcément à se détendre, on se laisse aller à ce niveau de conscience entre veille et sommeil et on fait des exercices. Voilà. Et en fait, moi, je dirais que la détente, elle viendra peut-être de surcroît, voilà, c'est pas grave si vous n'êtes pas détendu. En fait, ce qu'il faut, c'est faire les exercices qu'on vous propose ou qu'on vous montre. C'est pour ça qu'en fait, il faut avoir des exercices un petit peu sur mesure, hein, parce que je sais que sur internet, on trouve plein de techniques, hein, mais si vous voulez, par rapport à la douleur, on essaye de faire un peu du sur mesure par rapport au type de douleur que vous avez. Pour la migraine, c'est des exercices un peu spécifiques, donc je vous détaillerai plus la prochaine fois parce que je ne peux pas tout faire en une fois. Par exemple, pour des crises qui vont démarrer la nuit et qui réveillent la personne, est-ce que Ah oui. la relaxation peut être adaptée? Alors la relaxation par rapport aux crises de migraine, oui, c'est une très bonne question. Il faut comprendre qu'en fait, souvent, ça peut pas, enfin, moi dans mon expérience en tout cas,
les effets à long terme de l'entraînement à la relaxation, enfin, quand on pratique comme ça régulièrement pendant plusieurs mois et après, bon, une espèce d'automatisme qui se met en place, enfin, bref. L'effet des patients, que les bénéfices, c'est ça agit un peu comme un traitement de fond, vous voyez? C'est-à-dire que dans le long terme, vous aurez moins de crises et moins intenses. J'ai rencontré quelques personnes, moi j'ai eu quelques patientes qui réussissaient à couper les crises avec la relaxation, mais c'est plus rare parce que souvent le problème c'est que comme ça fait très mal, c'est très difficile de faire une séance de relaxation à ce moment-là. Ça rejoint votre question, c'est-à-dire qu'une crise qui survient la nuit, de toute façon, c'est pas la séance de relaxation qui va pouvoir la couper puisque vous êtes en train de dormir et si ça vous réveille, ben, vous avez très mal et en général, il vaut mieux prendre un médicament de crise. Les effets de la relaxation, c'est vraiment comme un traitement de fond et puis ça permet aussi de travailler sur les facteurs déclenchants, hein. On en reparlera un peu la prochaine fois, hein. C'est-à-dire que notamment le stress et cetera, donc ça a un autre bénéfice, c'est de pouvoir travailler sur des facteurs qui déclenchent la migraine. En fait, ce que je voulais que vous compreniez, hein, c'est que dans la migraine, sur ces phénomènes vasomoteurs et d'ouverture, de fermeture des vaisseaux, la la certains exercices qu'on fait en relaxation ou en hypnose ou en méditation, enfin bref, peu importe, vont permettre qu'il y ait une régulation, de réguler cette hypersensibilité des Ah ouais. récepteurs et qui se mettent à trop ouvrir, à trop fermer au niveau des vaisseaux et qui déclenchent ces crises. Hein, donc, vraiment la relaxation, c'est un traitement de fond de la migraine. Ça permet d'avoir vraiment un effet dans le long terme. Alors c'est peut-être un peu décevant parce que c'est pas aussi efficace qu'un médicament, de crise, hein, ça c'est sûr, hein. Je suis désolée, c'est pas magique non plus, hein, c'est pas mais par contre, je vous dis qu'il y a quelques personnes qui arrivent à couper les crises quand elles sont pas trop intenses, parce qu'ils arrivent à faire la elles arrivaient à faire la séance, elles arrivent à faire la séance, mais dans vraiment le gros intérêt, c'est dans le long terme, hein. Surtout que les traitements de fond, ben, on peut pas les prendre, quand on doit les prendre parce qu'on a beaucoup de crises, souvent on est limité dans le temps, soit par leurs effets secondaires, soit parce que, bah, voilà, ils s'épuisent aussi dans le temps, enfin bref. Donc c'est une arme thérapeutique complémentaire, vous voyez, la relaxation comme traitement de fond de la migraine, vraiment. Une autre question qui est posée, c'est, est-ce qu'il y a une fréquence particulière à laquelle, on doit entre guillemets «faire des séances de relaxation» pour voir, une efficacité? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il faut s'entraîner, vous voyez? Il faut entraîner le système nerveux et notre fonctionnement de notre système nerveux à réguler, hein, cette hypersensibilité. Et pour ça, il faut faire des séances tous les jours pendant au moins 2 ou 3 mois. Enfin, moi, je dirais 3 mois, au minimum 3 mois. Tous les jours, ça n'a pas besoin d'être long, hein, mais il faut s'entraîner. Alors au début, on a l'impression que ça fait aucun effet, puis petit à petit, vous allez voir que ça va s'installer dans le temps. Enfin, ça, c'est vraiment, on voit, hein, alors surtout chez les migraineuses, on voit que dans le temps, la fréquence des crises et l'intensité s'atténuent. Voilà. Alors évidemment, il peut y avoir des facteurs autres extérieurs qui font que ça ne se fait pas, hein, mais quand il y a tout, je dirais dans un état de stable, hein, voilà, on voit ça dans le long terme. Et pour ça, il faut vraiment faire des séances tous les jours. Voilà. Alors c'est le problème un peu, hein, c'est que c'est pas comme un médicament qu'on prend et puis on attend qu'il agisse. Et là, on est obligé d'être un peu actif dans cette prise en charge là, pour gérer ça dans le long terme. Et est-ce que du coup, il y a un moment particulier qui est meilleur qu'un autre pour faire ces séances ou pas du tout? Alors le meilleur moment, c'est de ne pas le faire en crise, hein, si on peut, c'est quand même parce que c'est pas facile de faire une séance. Mais Oui. sinon, non, c'est quand c'est le plus facile. Il y en a qui font ça le matin avant de partir travailler, d'autres qui viennent moi, j'avais des patientes même qui allaient faire ça dans les toilettes, à leur travail, parce que c'était le seul moment où elles pouvaient être sûres d'être tranquilles pour s'entraîner, vous voyez? Hop, il y en avait qui faisaient avant de se coucher, il y en avait, voilà, qui faisaient quand elles rentraient. Enfin, c'est vraiment chacun trouve son moment, hein. C'est un peu une hygiène de vie, en fait, au bout d'un moment, hein. Ça s'installe comme quelque chose qu'on fait tous les jours, comme quand on se brosse les dents, quoi. Moi, je pense que vous vous brossez les dents tous les jours, voilà, bah, là, c'est pareil, on fait une hygiène de vie, hein.
on se fait sa séance de relaxation et voilà, tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être long, hein, c'est important parce que c'est pas la longueur de la séance qui va vous donner plus de bénéfices. Alors on peut faire une séance longue si on en a envie, hein, c'est pas une contre-indication du tout, hein, mais c'est pas nécessaire à l'entraînement, en tout cas. Alors là, il y a des questions un peu sur, le biofeedback et la cohérence cardiaque. Alors est-ce que ce serait des outils de relaxation? Est-ce que ça peut aider? Tout à fait, oui, mais ça c'est aussi des techniques, hein, tout à fait. Du coup, Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le biofeedback et la cohérence cardiaque? alors le biofeedback, ça se fait avec un petit appareil, hein, justement qui va mesurer c'est pour ça que c'est feedback, qui va mesurer le tonus musculaire. Hein, donc, ça permet en fait de savoir un peu mieux si on est détendu ou pas. Ça permet d'avoir un petit instrument qui vous guide, voilà. Mais c'est aussi une technique, alors moi je trouve que c'est plus simple de ne pas avoir trop enfin d'être autonome et de ne pas avoir trop de matériel. Mais bon, il y a des personnes que ça peut aider, hein. Mais en fait, le principe est toujours le même, hein, c'est de pouvoir, se relaxer et être au niveau de détente, ouais, être entre veille et sommeil. Et la cohérence cardiaque, bah, c'est par rapport au battement du cœur, hein, c'est de se concentrer et puis de faire une synchronisation et une désynchronisation, enfin, par rapport à la détente. Mais je détaillerai plus les exercices intéressants, la prochaine fois par rapport à plus qui sont plus spécifiques de la mi enfin pour la migraine, je dirais, pour traiter la par rapport à la physiopathologie de la migraine. Donc là, j'ai plusieurs questions sur, bon, ça parle de type de migraine. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais, la relaxation, elle est utile, qu'on ait, des migraines avec aura, sans aura, des migraines vestibulaires, des migraines cataméniales et cetera. Il y a aucune différence, par rapport à tout ça, on est d'accord? On est d'accord parce que le mécanisme physiopathologique est le même, hein. C'est-à-dire que dans la migraine avec aura, vous avez compris, hein, ce qui donne l'aura, c'est la phase de vasoconstriction, hein, et qui va donc donner des signes le plus souvent ophtalmiques, hein, mais et la céphalée, c'est la phase de vasodilatation. C'est le moment où on a mal, ça bat, bam, comme ça. Alors je fais en casque, mais en fait, c'est souvent unilatéral puisque c'est une migraine. Voilà, donc c'est pareil, hein. Le cataménial, alors ça, c'est plutôt les facteurs, c'est plutôt les facteurs, déclenchants, hein, puisque vous savez au moment de la menstruation, bah, il y a une modification hormonale, notamment de progestérone et cetera, qui entraîne des vasodilatations et chez les personnes sensibles, bah, voilà, ça va encore entraîner ça va déclencher des migraines, voilà, hein, le chute. Ça fait partie des facteurs déclenchants de la migraine, les modifications, les changements de rythme, hein, tout ça, ça fait souvent, fréquemment. C'est pas forcément pour tout le monde pareil, hein, bien sûr, mais il y a quand même des, des fréquences. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de faire des très grandes séances de relaxation. C'est quoi le minimum, on va dire, pour qu'une séance C'est soit efficace? c'est 10 minutes, 5-10 minutes, hein, c'est 10 minutes. En- Après, on peut faire plus, hein, il n'y a pas de surdosage, hein, donc ça va. Il n'y a pas d'effet secondaire non plus. Donc, si on est bien, on peut faire plus. Mais il y aura pas, enfin, il faut faire tous les jours un peu, enfin 10 minutes tous les jours, plutôt que de se dire je vais faire 2 séances d'une demi-heure par semaine. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même effet. Au début, hein, quand on s'entraîne, il y a toute cette période où on apprend, où on entraîne le système nerveux, hein, à créer une sorte de réflexe de détente entre la respiration, la relaxation, enfin la détente musculaire, etc., dont on parlera plus la prochaine fois, hein. Mais donc ça, il faut faire un entraînement. C'est comme un entraînement sportif, quoi. Au fur et à mesure qu'on avance, bah, on gagne. D'abord, c'est plus facile d'entrer au niveau de relaxation. On y rentre beaucoup plus rapidement, hein, quelquefois. Et puis c'est plus stable surtout, hein, parce qu'en fait, quand on
quand on est entre veille et sommeil, souvent on a des pensées parasites. De temps en temps, on passe par l'éveil, puis quelquefois on s'endort, hein, pendant quelquefois, quand on s'entraîne à l'apprentissage de la relaxation, quelquefois, paf, on dort pendant quelques secondes, et quelquefois, hop, on remonte. Voilà, ce qui se passe avec l'entraînement, c'est que le niveau est plus stable entre l'éveil et le sommeil, vous voyez? Et du coup, on est plus stable dans ce niveau alpha et du coup, on a plus d'action, de régulation de ces récepteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et la méditation, c'est une sorte de relaxation. En fait, j'imagine qu'on verra aussi ça plutôt dans le prochain webinaire. On va pas trop détailler, mais la méditation est un exemple de relaxation, par exemple. La méditation, c'est plus que ça encore, vous voyez, c'est aussi de se concentrer parce que la méditation, il y a vraiment, c'est mais c'est exactement le même principe, hein. On est au niveau alpha et on se concentre sur un son, sur une partie du corps, enfin ça dépend. Enfin, c'est une technique aussi de moi j'appelle ça des relaxations avec un grand S parce qu'il y a tellement de techniques non. Alors il y a une question sur l'AVF. Mhm. Est-ce que le mécanisme de la migraine est le même que l'AVF? Non, c'est pas du tout le même physiopathologie, hein. L'AVF, c'est l'algie vasculaire de la face, hein. Quelle raison pour qu'une migraine ne se concentre que d'un côté du crâne? Bah, quelquefois d'ailleurs, il y a des migraines enfin, vraiment des céphalées migraineuses qui ne sont pas que d'un côté, hein. Quelquefois, c'est des 2, quelquefois ça bouge, enfin ça c'est par rapport à la, comment dire? À la, pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est par rapport à la sensibilisation, hein, et que du coup, bah, c'est ce qui fait mal, comme je vous ai dit, hein, c'est la vasodilatation et du coup, ça va appuyer peut-être plus, c'est une hypothèse, hein, peut-être plus que d'un côté que de l'autre, hein, et du coup, bah, ça comprime un côté et du coup, ça fait mal d'un côté. Voilà. Mais le pourquoi, je ne sais pas, hein, parce que ça, c'est un peu mystérieux. Pourquoi est-ce que vous avez une hypersensibilité, des récepteurs, au niveau des vaisseaux du crâne? Voilà, c'est ce qu'on appelle le terrain migraineux. Et c'est injuste mais c'est malheureusement un peu comme ça, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Pour nous, c'est une première d'organiser un webinaire de cette ampleur, même si tout le monde n'a pas pu participer. Merci.